Dans cette vidéo, je vais vous présenter de A à Z mon screener d'action personnel que j'ai créé pour investir en bourse, notamment pour analyser des entreprises, trouver les prix justes auxquels je suis prêt à acheter les actions et évidemment faire un suivi dans le temps de mes entreprises en portefeuille. Et pour l'occasion, je vais analyser une toute nouvelle action en live, donc ce sera l'action Duolingo, qui comme vous pouvez le voir depuis ses plus bas vers 2022 a pris plus de 600%, et depuis justement ses plus hauts à peu près à 530 dollars en mai 2025, eh bien c'est une grosse chute, hein, plus de 69%, on est actuellement à 60 dollars l'action tout pile. Donc mon screener d'action, il est constitué de 6 catégories. La première étant business, dans laquelle je me pose des questions sur les produits de l'entreprise, la concurrence, la croissance potentielle de l'entreprise et également le moat, c'est-à-dire l'avantage concurrentiel. Vous pouvez voir quelques-unes des questions que je me pose, hein. Par exemple, quelles sont ses principales activités, quelle est la part de marché de ces activités principales. Au niveau par exemple de la concurrence, je vais me poser la question de qui sont les principaux concurrents, évidemment, et est-ce que la concurrence devient-elle plus forte, plus faible ou est-ce qu'elle est stable dans le temps? Évidemment, il y a d'autres questions que je me pose sur le business, donc n'hésitez pas à aller dans la description, vous trouverez mon mail sur lequel vous avez qu'à m'envoyer screener et je vous enverrai toutes les questions gratuitement pour faire votre analyse de vous-même sur ces entreprises-là. En tout cas, ça me permet moi personnellement de prendre des notes sur mon entreprise et une fois que j'ai un problème au niveau de ma thèse d'investissement, je reviens sur ce document dans la catégorie business et j'ai toute ma thèse d'investissement qui est claire et nette et au moins je sais s'il y a un problème sur l'entreprise ou non et je peux vraiment avoir un suivi long terme sans forcément aller refaire des tas et des tas de recherches à chaque fois dès qu'il y a un souci sur l'entreprise ou à l'inverse une bonne chose qui arrive sur l'entreprise. Là j'arrive, je check, hop c'est bon, c'est plié, je sais ce que j'ai à faire et je peux continuer soit d'investir, soit de renforcer, soit de vendre. La deuxième catégorie étant la catégorie checklist. Donc ici, c'est vraiment les questions ultra simples que je me pose, sur lesquelles on peut répondre par oui ou par non. Et si ces questions ne sont pas totalement validées, eh bien je n'investis pas sur l'entreprise. Je pense notamment, par exemple, donc, au business model et au management. Donc le business model, je vous ai mis quelques questions pareilles. Donc l'entreprise est-elle sur un marché en croissance? Oui ou non? Si c'est non, je n'investis pas. L'entreprise a-t-elle un moat? Oui, si oui, lequel évidemment, mais je n'investis pas si elle n'a pas de moat. Et par exemple, au niveau du management, le CEO est-il intègre, c'est-à-dire est-ce qu'il a des problèmes, oui ou non? Si c'est oui, je n'investirai pas sur cette entreprise et je passe à la suivante. Ça me permet vraiment d'avoir un tri rapide et efficace de n'importe quelle entreprise, peu importe la boîte, je sais que je peux me fier à ces questions-là. Voilà, donc il y a une vingtaine de questions. Pareil, si vous souhaitez les avoir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail où vous écrivez screener dans lequel du coup je vous partagerai ce screener d'action totalement gratuitement. Ensuite, on a les trois autres catégories ultimes pour l'analyse de mes actions. Je pense notamment à l'onglet fondamentaux, valorisation et données, dans lesquels du coup on va faire l'analyse de Duolingo directement. Donc il faut commencer par la partie données sur laquelle on va remplir tout ce qui est le chiffre d'affaires, le free cash flow, on va rentrer également les marges de l'entreprise par exemple, les goodwill également, etc. qu'on va pouvoir trouver sur les sites internet d'analyse classiques. J'utilise personnellement Fiscal AI qui est un très bon site pour retrouver des informations sur des entreprises. Je pense notamment ici, voilà, on peut retrouver plus de 50 000 compagnies. Si je tape Duol, donc Duolingo, on va arriver sur l'entreprise, on pourra aller dans les financials et ensuite on retrouvera tout un tas d'informations très importantes. L'income statement, la balance sheet, le cash flow statement, les ratios, certains segments propre à l'entreprise, etc. Ce qui va me permettre de faire l'analyse de mon entreprise. Donc je me mets d'un côté le fichier données, de l'autre le fichier Fiscal AI et ensuite je peux me lancer dans mon analyse. On commence par exemple par remplir le chiffre d'affaires, donc final pour l'année actuelle, il y a un an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et on va avoir une moyenne qui va se créer sur les fondamentaux et qui va nous permettre de découvrir si le critère est validé ou non. Donc on va pouvoir commencer avec le chiffre d'affaires directement, on va se balader sur Fiscal AI, cocher Total Revenue et on arrive avec une belle linéarité des chiffres d'affaires. Donc là ça va me permettre de faire l'analyse complète. Donc là par exemple on voit qu'on n'a pas 10 ans de données, tout simplement parce que l'entreprise ne les fournissait pas auparavant. Donc sur 10 ans on va déjà mettre une petite croix pour dire que c'est non. Et ensuite pour le CA final, donc ce sera le LTM, hein. Ensuite on aura le chiffre d'affaires sur un an qui sera celui de décembre 2024 pour cette entreprise-là. Et ensuite, le chiffre d'affaires 5 ans, donc 1, 2, 3, 4, 5, ce sera 2020 avec 161,7 millions.
Donc j'ai pu rentrer les informations du chiffre d'affaires de Duolingo et comme vous allez pouvoir le voir dans l'onglet fondamentaux, on se retrouve automatiquement avec les informations données par l'entreprise, notamment la croissance du chiffre d'affaires qui eh bien, n'est pas bonne sur 10 ans. On a par contre la croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans qui est à 42,9% par an et la croissance du chiffre d'affaires qui est à 28,9% sur un an. Voilà. On peut également rentrer le ticker de l'entreprise, hein, j'avais pas pensé. Ne pas oublier le ticker pour eh bien, nous donner le reste des critères. Je vais pouvoir retourner sur l'onglet données et remplir le reste des informations juste ici présentes pour faire l'entièreté de mon analyse. Donc je peux commencer par exemple avec vous pour tout ce qui est le free cash flow. Je peux le faire en direct en même temps que vous, hein, ce sera plus simple, au moins vous pourrez voir. Donc là j'ai pris le free cash flow de l'entreprise et j'ai pris également le cash flow operating activities qui est donc le free cash flow opérationnel, donc c'est-à-dire avant la diminution des capex. Donc le cash flow operating activities, c'est vraiment les free cash flow plus les capex. Et donc moi, je vais vraiment m'intéresser à ces deux données. Donc là, par exemple, on voit que le free cash flow final, il est à 354,6 millions, hein, donc la petite barre bleue du free cash flow. Et le free cash flow opérationnel, qui est évidemment un petit peu au-dessus parce qu'on a du capex qui est toujours négatif. Donc ça soustrait du cash flow opérationnel, qui lui est du coup est à 363,9 millions. Et donc je vais rentrer mes informations et ensuite tout va se retirer du coup sur l'onglet fondamentaux. J'ai rentré donc les informations sur le free cash flow et le free cash flow opérationnel. On peut donc revenir et on verra effectivement que pour ce qui est de la croissance du free cash flow, eh bien on a 90% de croissance par an sur 5 ans, 29,7% sur 1 an. Et donc là également, le critère est totalement validé. Pour ce qui est de la suite, on va rentrer les SBC et les actions finales. Donc toujours dans le cash flow statement, on va voir les shares based compensation. Donc c'est tout simplement les rémunérations en actions directement aux employés. Et donc du coup, on va mettre ceci et également dans les ratios le total shares outstanding, donc tout simplement les actions en circulation. On arrive de nouveau sur ce graphique, en orange les SBC que je vais pouvoir rentrer directement sur le Excel et en bleu on aura également les total shares outstanding. Une fois rempli, on peut retourner dans les fondamentaux. On verra donc qu'il y a deux nouveaux critères qui ont été ajoutés. La croissance du free cash flow par action, qui est totalement validée. Donc, on peut mettre un petit coche. Et également les rachats d'actions. Donc, on peut voir sur un an qu'ils sont à 2,9% d'émissions d'actions. Donc, pas de rachat d'actions. Donc ça, c'est plutôt un critère négatif. Et on a sur 5 ans 29% d'émissions d'actions par an. Donc ça, c'est vraiment énorme par contre. Donc un critère qui est absolument pas validé, on va pouvoir mettre une petite croix. En général, ce critère, c'est un total red flag si je vois ça. Mais là, c'est un petit peu différent. On est sur une petite entreprise qui vaut 7 milliards, qui est en train de se développer peu à peu. Elle fait même pas 1 milliard de chiffre d'affaires, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, pour l'instant, c'est à peu près normal. C'est assez courant chez ce genre d'entreprise. Donc, je m'inquiète pas. On va pouvoir ensuite retrouver les marges, donc on retrouvera dans la catégorie ratio, mais un petit peu plus bas, dans margins. On va prendre la gross, la operating et la net profit margin, et puis on va remplir notre petit screener, hein. Par exemple, sur la marge brute la plus récente, on est à 72%, la marge opérationnelle, on est à 11% en bleu, et la marge nette, 40%. Alors j'imagine qu'on a eu sûrement des avantages fiscaux peut-être, donc il faudrait regarder au niveau de la tax rate potentiellement. Mais voilà, effectivement, la marge nette qui est supérieure de très très loin à la marge opérationnelle, c'est assez rare. Donc voilà, à voir pourquoi, il faudrait étudier le business pour savoir. En tout cas, moi, je m'y intéresse pas spécialement. Ce qui compte, c'est que effectivement, on est sur une augmentation de la marge opérationnelle notamment. Une fois les marges remplies, pareil, on retourne dans les fondamentaux et donc nos marges sont juste ici, d'accord? Donc on voit que la marge brute, elle est complètement validée, hein, largement au-dessus de 70%. On a une marge opérationnelle qui est assez faible quand même, hein, 11%, mais qui est par contre en très belle évolution. Même si on a un petit peu stagné eh bien, sur le LTM, donc plutôt sur 2025, on a un peu stagné, mais il peut y avoir des améliorations, c'est normal. Encore une fois, on est sur une boîte en construction, donc c'est pas un critère qui est validé, mais par contre, je vais pas non plus mettre un giga red flag sur ça. Ça me paraît possible que l'entreprise eh bien, réussisse à fournir une meilleure marge opérationnelle au fur et à mesure du temps lorsqu'elle aura la possibilité eh bien, de avoir une croissance un peu plus mature peut-être. Et enfin la marge nette qui pour le coup est totalement validée si on prend les 40%, mais par contre on l'a vu qui est très exceptionnelle, donc on va plutôt s'intéresser à une marge qui est assez similaire on va dire à la marge opérationnelle. On avait 11,8% de marge nette en 2024, on peut se dire qu'elle est peut-être aux alentours des 12-13% vu qu'on a également eu une amélioration. Donc pour moi c'est pas validé, mais exactement le même principe que
pour les marges opérationnelles, hein, c'est pas un souci pour le coup, c'est pas quelque chose qui me surprend, c'est normal, c'est une nouvelle boîte, elle a été fondée en 2011 si je ne me trompe pas, elle est toute récente, donc voilà, normal, c'est une entreprise en full croissance. Et à côté de ça, on a également les marges de free cash flow qui ont été rentrées, hein, donc qui prend le chiffre d'affaires divisé par eh bien, le free cash flow de l'entreprise, mais attention, il prend également en compte les SBC, donc le free cash flow moins les SBC, qui nous donne donc le free cash flow net, et donc ce free cash flow net, c'est celui-là que je prends pour faire les marges de free cash flow, donc c'est plus intéressant, parfois on a des entreprises qui vont avoir des marges de free cash flow très élevées, mais vu qu'elles ont 100% de leur free cash flow qui part en SBC, bah en fait, elles ont 0% de marge. Or là, donc, on est sur un critère qui est totalement validé, hein, plus de 20% de marge de free cash flow, alors même qu'elle fait des SBC. Donc ça, c'est super, hein, vraiment, une marge de free cash flow qui est très intéressante. Surtout que, comme on a pu le voir, au niveau du free cash flow, il n'est pas non plus en explosion sur cette année. On voit que par rapport à l'année dernière, il a bien grossi. Il a grossi d'à peu près voilà, 30%, mais c'est en alignement avec le chiffre d'affaires. Donc ça paraît être la croissance assez similaire du chiffre d'affaires. Donc ça ne me surprend pas, c'est quand même plutôt intéressant. On continue avec les données. Cette fois-ci, on va rentrer la net debt finale, donc la dette nette. Donc ici, on va enlever nos marges, évidemment, hop, qu'on va enlever petit à petit. Et dans les ratios, on va descendre un petit peu plus bas dans la financial health, donc la santé financière. Et comme vous pouvez le voir, on a la net debt qui nous est affichée. Alors si elle est négative, c'est tout simplement parce qu'on a plus de cash que de dette, ce qui est totalement positif. Et donc, on va rentrer cette net debt en négatif. Du coup, donc, on a 1 milliard 28 millions de dettes en moins. Donc on va rentrer évidemment sur notre screener. Et donc pour ce qui est sur 10 ans, eh bien on n'aura évidemment pas d'informations supplémentaires. Et donc ici dans les fondamentaux, ça va nous donner la dette nette par rapport au free cash flow. On voit également qu'on a les SBC par rapport au free cash flow qui sont rentrés. Donc ça c'est tout simplement les SBC qu'on a rentrés ici et les free cash flow juste là. Donc si par exemple on prend les données ici, on voit qu'on a des SBC à hauteur de 37% du free cash flow, ce qui pour moi est correct. C'est beaucoup, mais c'est plutôt en diminution, ça paraît normal, et on espère évidemment que ça va être de plus en plus diminué évidemment. Moi je pars du principe que des SBC qui sont inférieurs à 40% du free cash flow, ça me paraît relativement ok, surtout pour des entreprises qui sont comme ça en très jeune croissance. Pour ce qui est des CAPEX, pareil, donc les CAPEX qu'on a juste ici qui ont été calculés automatiquement en soustrayant le free cash flow opérationnel par le free cash flow final, ça nous donne donc le CAPEX de l'entreprise sur l'année actuelle, 1 an, 5 ans. On voit donc que notre CAPEX, à l'heure actuelle, il était à 19% il y a 5 ans par rapport à l'operating cash flow, donc l'operating cash flow qui est le free cash flow opérationnel. Et on est à 2,6% de CAPEX qui du coup est extrêmement faible. Donc c'est un critère qui est totalement validé. Pareil, moi je pars du principe qu'un CAPEX inférieur à 40%, c'est relativement ok. Après ça dépend évidemment de la nature du business. Par exemple, si on prend un constructeur auto, les CAPEX seront plutôt aux alentours des 60-70%. C'est normal, il faut des usines, il faut des équipements de production. Or là, c'est pas du tout le cas de Duolingo qui est plutôt une app logicielle, donc beaucoup plus intéressant par rapport à ça. Et pour revenir à la dette nette, on voit effectivement qu'on est en négatif, donc on n'a aucun problème de dette nette. Si à l'inverse, par exemple, on avait eu 2 de dette nette et non pas moins 2,9, eh bien ça aurait voulu dire qu'on aurait eu 2 ans de free cash flow, donc free cash flow qui est d'un montant de 354 600 000 dollars, et bien ce free cash flow là, s'ils le génèrent pendant 2 années, ils auraient pu rembourser leur dette en l'espace de 2 ans. Or là actuellement on est en négatif, donc il y a plus de cash que de dette, donc aucun problème, l'entreprise n'est pas du tout endettée et ça c'est pour notre plus grand bonheur. On continue au niveau des données, il nous reste 3 informations principales, les goodwill, les assets, les liabilities, donc c'est les actifs, les passifs courants et le goodwill. Donc on va aller pouvoir trouver, on va enlever évidemment la net dette qu'on enlève maintenant, on va ensuite dans la balance sheet et on trouvera donc les total assets, les goodwill et on trouvera également current liabilities juste ici. Hop, on a donc ce beau graphique là avec 3 données différentes et on va pouvoir rentrer. Alors les assets, c'est donc la partie orangé marron, on va dire plutôt, avec donc 1 milliard 880 millions et 600 000 assets, donc actifs. On a ensuite les passifs courants qui sont à hauteur de 484 millions 500 000. Et ensuite, on a les goodwill qui sont aux alentours de 33 millions. Et hop, voilà, on entre tout ça.
Donc voilà, c'est rentré. On n'oublie pas le petit X pour dire que ce n'est pas bon. On va juste terminer par le prix de l'entreprise. Donc il y a un an, on avait un prix à 335,99. Hop, on va rentrer le prix. Sur 5 ans, on a une performance un prix de 140,25 $. Et ensuite sur 10 ans, alors là on va se mettre sur le maximum d'années et on va prendre le plus précis possible. On est actuellement le 23 janvier 2026, donc on va vouloir prendre le 23 janvier 2016. Malheureusement, l'action existe depuis 2021 seulement, donc on n'aura pas cette information-là. Hop, c'est un petit X pour l'entreprise. Une fois qu'on a terminé tout ça, on va pouvoir revenir donc sur notre onglet fondamentaux et essayer de voir si les critères sont totalement validés. Donc on a déjà validé tout ce qui était la croissance, tout ce qui était la profitabilité. On a également les retours sur investissement. Alors comme on peut voir, il y a 5 ans, les retours sur investissement du cash n'étaient pas intéressants du tout, hein. Donc les actionnaires n'étaient pas forcément bénéficiaires de ce retour sur investissement. Par contre, sur un an, effectivement, on a 16,3% de ROC to free cash flow. C'est pas monstrueux, c'est pas le plus gros chiffre qu'on ait vu, mais c'est pas si mal. Honnêtement, moi ce que je veux, c'est plus de 15% pour qu'on ait une entreprise qui génère un effet boule de neige dans son activité. Et là, pour le coup, c'est un critère qui est totalement validé sur un an, en espérant évidemment que cette tendance continue à la hausse et non pas à la baisse. Et enfin, on termine par la performance qui du coup, elle, est à 2,7% par an sur 5 ans, moins 52% sur un an, donc ça, c'est pas exceptionnel. Après, pour le coup, c'est pas du tout un red flag, ça, c'est uniquement le prix auquel on est prêt à acheter l'action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la valorisation qu'on va faire tout de suite. Pour cela, on va remplir toutes les informations en jaune. Donc le ticker, on est toujours sur Duol, donc Duolingo. Ensuite, pour les nombres d'actions, on les a donc déjà rentrés, hein. On est à 46 200 000, donc 46 200 000 actions. Au niveau du cash et de la dette, là du coup, on va pouvoir aller retourner sur Fiscal AI. On va s'enlever tout ce qu'on a ouvert. Hop. On va ensuite aller dans la balance sheet de nouveau. On va aller dans Total Cash and Cash Equivalents et on va également prendre la Total Debt qui sera dans les ratios. Alors Total Debt, Financial Health, parfait, et Total Debt, parfait. Donc là on prend le plus récent évidemment, comme vous pouvez voir en cash on a 1 121 500 000 de cash, donc c'est un très gros chiffre honnêtement. Hop, donc on rentre tout ça et ensuite on va avoir 93 millions de dettes. Hop, voilà, donc ceci est entré. Et au niveau du free cash flow, du coup, on l'a également déjà rentré. On était à 354 600 000. Donc 354 600 000 qu'on va rentrer ici. Hop, 600 000. Et donc du coup, si on choisit notre thèse, donc là actuellement j'ai un discount rate qu'on va mettre à 13%. Donc c'est tout simplement la performance souhaitée. Moi je veux faire 13% par an sur Duolingo. Il faudrait qu'on check donc le price to free cash flow et la croissance du free cash flow potentiel. Alors à l'heure actuelle, Duolingo, si on regarde les métriques de l'entreprise, on a un price to free cash flow à 21. Si on regarde sur le plus long terme, donc jusqu'en 2021, on a eu un pic à 1310 fois le free cash flow, donc évidemment c'est pas du tout parlant. On va essayer de regarder sur une plus petite période plutôt. Donc là on voit qu'effectivement on était à 144, qu'on est bien descendu petit à petit. On avait eu un plus bas à 36,82 en 2024 et là on n'a jamais eu une aussi faible valorisation. On est aux alentours des 20. 20, honnêtement moi je préfère ne pas payer au-dessus de 30. Donc 20,76 c'est pas si élevé, surtout pour une entreprise qui fait quand même des chiffres de croissance assez fous, hein. On est plutôt aux alentours des 30% de croissance. Donc 20 c'est quand même assez exceptionnel. C'est plutôt une décote qui me paraît relativement ok, surtout si elle profite de cette valorisation pour exploser à la hausse avec des beaux chiffres. Donc si par exemple on se dit que l'entreprise, au vu de sa qualité qui est quand même pas si mal, hein, honnêtement, on a une belle croissance, on a un potentiel de marge qui est vraiment très bon, on a des bons retours sur investissement, on a une entreprise qui est plutôt bien gérée, malgré qu'on ait des émissions d'actions, donc ça peut évidemment nous embêter un peu sur le risque, mais on peut se dire que au niveau de la valorisation, 30 ce serait trop parce que ce serait l'entreprise parfaite. Or on n'est pas sur une entreprise parfaite, on est sur une entreprise qui a un risque. Je pense que au fur et à mesure du temps on pourrait avoir une entreprise qui se tourne autour des 25, mais du coup nous on va être un tout petit peu plus prudent vu qu'elle est un petit peu jeune encore. On va se dire qu'elle peut tourner aux alentours des 22 fois le free cash flow, ça me paraît relativement ok. Si on regarde le passé, donc là actuellement on est à 21,73, 22 ça paraît relativement ok. Voilà. Et donc il nous faudrait une croissance du free cash flow. Alors si on se met 10% déjà, comme on peut voir déjà, le prix actuel il est à 160 $.
$160, ça paraît quand même extrêmement faible, hein. Pour le coup, le prix actuel, c'est $160 aujourd'hui, hein, comme vous pouvez le voir. Et nous, on a un prix d'achat si l'entreprise a un presto free cash flow de 22 et une croissance du free cash flow de 10% seulement, sachant qu'elle fait plutôt 30, on aurait un prix juste et une sous-évaluation de 13%. Donc là, pour le coup, c'est très intéressant Duolingo. Ça peut être une action à creuser complètement. Le marché, lui, actuellement, il nous l'achète plutôt aux alentours des 8% de croissance du free cash flow. Ou alors, si on se dit par exemple, allez, 12% de croissance du free cash flow sur 10 ans, on peut se dire peut-être, allez, 18 de price to free cash flow. Non, on serait un petit peu plus faible, peut-être aux alentours des 15. Ouais, c'est ça, on serait à peu près 15-16. 15-16 à peu près de price to free cash flow, ce qui est quand même extrêmement faible pour une entreprise de ce calibre-là. Ça paraît quand même relativement ok. Et si à l'inverse, par contre, on se dit qu'on est très optimiste, que l'entreprise, par exemple, elle peut nous faire aller, on va dire 18% de croissance du free cash flow sur les prochaines années, ça lui amènerait à un free cash flow de quasiment 1,5 milliard dans 10 ans, donc en 2036, ce qui paraît relativement faisable potentiellement, hein. Ça paraît pas des chiffres non plus extrêmement fous, on n'est pas sur des centaines de milliards. Et un price to free cash flow plutôt aux alentours des, allez, je vous avais dit 25, on va dire 24, histoire d'être quand même pas trop cher. Bah là, on serait sur une sous-évaluation assez énorme de 90%. Le prix d'achat qui serait aux alentours des $304. $304 qu'évidemment on aurait pu avoir donc il y a très peu de temps, hein, en fin septembre pardon, 2025. Donc il y a très peu de temps, mais depuis voilà le narratif autour de l'IA, autour des logiciels qui peuvent être recréés, etc. Bah, ça casse un petit peu toute la dynamique de Duolingo qu'elle avait réussi à créer depuis début 2023. Et donc pour le coup, je me dis, il y a quelque chose à faire peut-être sur cette entreprise. Voilà. Là, on vient d'analyser cette boîte-là. Je vous ai montré également que eh bien, moi, je vais analyser le business de cette manière-ci, la checklist de cette manière-là également. Les fondamentaux, la valorisation eh bien, est plutôt correcte, honnêtement. Il y a quand même quelque chose à vérifier, etc. Au niveau notamment eh bien, des rachats d'actions. On l'a vu, s'ils continuent de faire des émissions d'actions, bah, ça ne va pas forcément être un bon drapeau pour moi. Moi, ce sera plutôt un drapeau rouge. Par contre, la valorisation paraît quand même relativement faible. Alors je mettrais quand même plutôt, voilà, on va se mettre des chiffres beaucoup plus pessimistes, histoire d'avoir une certaine valorisation correcte, avoir une belle marge de sécurité. Mais à l'heure actuelle, je serais plutôt prêt à acheter Duolingo si effectivement le business model est relativement intéressant. Et donc pour ça, je vais m'intéresser au business à la checklist. Et ensuite, une fois que j'aurai investi sur l'entreprise, on arrive sur notre dernière catégorie, la sixième. Je vais avoir le transcript. Donc ici, ça va être vraiment tous les documents que je vais classer. Alors actuellement, vous voyez que j'ai juste pris par rapport à l'entreprise Adobe qui du coup a des transcripts que j'ai déjà ouverts. Mais voilà, je vais mettre donc par exemple les résultats trimestriels les plus récents, je vais mettre les earnings calls également les plus récents, les lettres aux actionnaires s'il y en a, également les récapitulatifs trimestriels, potentiellement les paroles qu'ils ont pu mettre de temps en temps dans certaines conférences, dans certains communiqués, etc. Et ça va me permettre eh bien, de suivre mon entreprise dans le long terme. Mais ça, par contre, il faudra que j'ai vraiment analysé l'entreprise pour comprendre si ce qu'il dit n'est pas n'importe quoi, si ce qu'ils disent non plus n'est pas totalement hors de quoi que ce soit. Je pense notamment aux entreprises dans l'IA. Si vous analysez une entreprise dans l'IA, qu'elle vous dit ça va exploser, c'est phénoménal, on va tout détruire, ça va être incroyable l'IA, etc. Bah, si vous, dans vos chiffres et dans votre analyse, vous vous rendez compte que c'est faux, bah, je vois pas l'intérêt d'aller investir sur ce genre d'action avec des CEO qui potentiellement sont en train de vous mentir, une direction qui est pas très honnête. Et donc voilà, moi ce dont je m'intéresse, c'est vraiment ça. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si eh bien, vous avez du Duolingo en portefeuille ou si c'est une entreprise qui vous intéresse. Moi, personnellement, je vais l'analyser et je vous ferai un petit retour dans les prochains jours / prochaines semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker évidemment cette vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez également m'envoyer screener par mail pour obtenir le screener d'action complet gratuitement avec l'onglet Business, Checklist, Fondamentaux, Valorisation, Données et Transcript qui vous permet de faire comme moi en quelques minutes seulement une analyse complète des fondamentaux de la valorisation et du business, la qualité de l'entreprise. C'est vraiment important pour moi de vous partager ça de manière totalement gratuite et transparente. Voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner. C'était Antoine. Ciao.